Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Salut tout le monde. Bon, à moins de vivre dans une grotte, vous êtes au courant que juste après les résultats des élections européennes qui se sont tenues dimanche dernier, donc le 9 juin 2024, Macron, comme vous l'avez vu dans l'intro, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui implique donc qu'on va devoir de nouveau élire des députés un peu en urgence, tout juste 2 ans après les législatives de 2022, et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors moi j'aime pas trop réagir à chaud à ce genre de sujet parce que souvent c'est le moment de toutes les paniques morales. Cela dit, on vit quand même une période un petit peu extraordinaire parce que les dissolutions parlementaires, c'est pas tous les jours. La dernière fois que ça s'est produit c'était en 1997, donc sous Chirac, et c'était d'ailleurs un pari totalement raté de sa part puisque les élections législatives anticipées de 97 ont vu l'Assemblée nationale devenir majoritairement socialiste, alors qu'elle ne l'était pas jusque-là, et c'est ça qui a provoqué ce que vous connaissez sans doute, la fameuse cohabitation entre un président de droite, Chirac, et un premier ministre de gauche, Jospin. Et on va revenir un peu là-dessus après, parce que je pense que la décision de Macron s'appuie en partie sur ce précédent-là. Quoi qu'il en soit, donc les Français en âge de voter sont conviés à se rendre aux urnes le 30 juin et le 7 juillet prochain pour de nouveau élire des députés. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Alors évidemment, pour un certain nombre de commentateurs, c'est avant tout le choix du recours démocratique qui a été mis en avant. C'est ce qu'on voit dans les éléments de langage de Macron dans l'extrait que je viens de vous passer. Finalement, l'idée ce serait que le président, en quête de légitimité, essaierait de retrouver de sa superbe par le plébiscite populaire. Bon, vous avez vu que j'emploie le conditionnel parce que je suis pas vraiment convaincu, et pour tout vous dire, des options de démocratie plus directe et référendaire, il en a pas manqué Macron. Depuis 2018 et la crise des Gilets jaunes, on a des gens au sein de la société civile qui demandent moins de verticalité, ou en tout cas une verticalité qui serait moins de haut en bas, avec par exemple le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui était une revendication majeure des Gilets jaunes. Du coup, moi je suis pas convaincu du tout qu'on soit face à un président qui s'est soudainement souvenu que la consultation c'était une bonne idée. Je pense qu'on est plus dans des calculs un peu risqués, et peut-être aussi dans une forme d'hubris de la part de notre président. Finalement, cette dissolution, c'est aussi quelque chose qu'il a fait parce qu'il en avait le pouvoir, il pouvait décider seul du destin parlementaire de son pays, et ça, j'imagine que pour certains, ça peut avoir un côté grisant. Alors la bonne nouvelle quand même dans tout ça, du côté gauche en tout cas, c'est que, comme pour les législatives en 2022 avec la NUPES, il semble qu'on s'oriente sur une dynamique d'union entre Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le PCF et le PS. Si on peut avoir le PS sans Glucksmann, ce qui semble plausible à l'heure actuelle, à titre personnel, ça me dérange pas plus que ça. Cela étant dit, de l'autre côté de l'échiquier politique, ça commence à saliver parce que le RN a fait quand même de très bons scores à ces européennes, et donc ses partisans se sentent en position de force pour ces législatives anticipées. Et je crois personnellement que c'est ça que Macron vise. Il est désavoué depuis tellement longtemps et par une telle majorité des Français qu'il pense, en tout cas j'imagine, que forcer une cohabitation avec le RN pourrait, par contraste, redorer son image et celle de son parti. Avec en prime, et on l'a évoqué plus tôt, le souvenir de la cohabitation entre Chirac et Jospin, qui a mené en 2002 à la défaite dès le premier tour de Lionel Jospin, le premier ministre sortant de l'époque. Le truc c'est que ce pari, il me semble extrêmement risqué parce que c'est pas du tout garanti, même si par exemple Bardella devenait Premier ministre et qu'il écorchait l'image du RN, c'est pas garanti que ça redorerait celle de Macron. Et juste avant qu'on poursuive, il faut bien comprendre que ce que je fais dans cet épisode, en tout cas dans la première partie, c'est volontairement prendre du recul par rapport à mes propres convictions politiques pour essayer d'analyser si tactiquement, froidement, cette décision de Macron est pertinente ou pas, au point de vue de la stratégie politique. Et c'est là qu'on va se pencher sur la référence philo principale de l'épisode d'aujourd'hui, Machiavel. Donc Machiavel, tout le monde connaît son nom parce que tout le monde connaît l'adjectif qui en est dérivé, machiavélique, et cet adjectif, en fait, il rend pas vraiment justice à la pensée de Machiavel, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est machiavélique, souvent derrière il y a l'idée de malveillance, de malfaisance déguisée, alors qu'en réalité Machiavel ne défendait pas une approche malveillante, ni même à proprement parler immorale. Il défendait plutôt une approche pragmatique qui visait à permettre au souverain à minima d'être craint et respecté, et dans le meilleur des cas d'être aimé. Pour info, Nicolas Machiavel c'était un diplomate, historien et un philosophe florentin de la fin du XVe siècle, qui est notamment connu pour un livre en particulier, Le Prince. Alors je vais vous donner quelques éléments de contexte historique au sujet de Machiavel dans un instant, mais par rapport à notre sujet d'actu, je voulais déjà vous lire un premier extrait du Prince, dans lequel Machiavel explique comment le souverain avisé doit choisir ses ministres. Vous allez voir que par rapport à l'option Bardella, c'est pas inintéressant. Je cite.
Ce n'est, pour un prince, pas une chose de peu d'importance que le choix de ses ministres, qui sont bons ou non, suivant la prudence du prince. Et la première conjecture sur un seigneur et sur sa cervelle, on l'a fait en voyant les hommes de son entourage, et s'ils sont capables et loyaux, toujours on peut le réputer sage parce qu'il a su reconnaître leurs capacités et s'assurer de leur loyauté. Mais s'ils ne le sont pas, toujours on peut porter sur lui un jugement défavorable parce que sa première erreur, c'est dans ce choix qu'il l'a fait. Alors, je vais vous lire un autre extrait qui fait suite à celui-ci dans un instant, mais avant ça, il me semble important de vous parler un petit peu de Machiavel. Comme je vous l'ai dit, il était florentin et il est né en 1469. Or, qui dit Florence et fin du XVe siècle, dit également début de l'époque moderne. Et dans le domaine de la philosophie, c'est également le moment où on entre dans la période moderne, avec des penseurs justement comme Montaigne et comme Machiavel, qui sont vraiment les annonciateurs d'un nouvel ordre moral, et qui signalent le début d'une ère au cours de laquelle l'autorité religieuse et cléricale va reculer. Pour autant, il ne faut pas penser que les thèses de Machiavel sont mal intentionnées. Ce qu'enseigne Machiavel dans Le Prince, c'est avant tout une méthode qui permet au souverain de conserver le pouvoir, donne des outils à ses lecteurs pour comprendre de façon très pragmatique ce qui, d'après lui, fait le bon gouvernant. Et pour Machiavel, le bon gouvernant, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de gens capables, déjà, et de gens dont les ambitions sont à peu près gérables. Et là-dessus encore, l'éventualité Bardella, ça pose question. Je vous lis un nouvel extrait du chapitre 22 du Prince, c'est le même chapitre que le passage précédent, je cite. Mais pour ce qui est de la manière dont un prince peut connaître qui est son ministre, il y a le moyen suivant qui jamais n'est en défaut. Quand vous voyez votre ministre penser plus à lui-même qu'à vous, et dans toutes ses actions rechercher son propre intérêt, un homme ainsi fait jamais ne sera un bon ministre. Jamais vous ne pourrez vous fier à lui. Parce que qui a entre ses mains l'état d'autrui ne doit jamais penser à lui-même, mais toujours au prince, et ne jamais recommander à celui-ci rien qui ne relève de lui. Quand donc les ministres et les princes vis-à-vis de leurs ministres sont ainsi faits, ils peuvent avoir confiance l'un dans l'autre. Quand il en va autrement, la fin sera toujours dommageable et pour l'un et pour l'autre. Alors ce que j'essaie de montrer avec ces extraits du Prince, c'est que même si on se place du point de vue de Macron, qui n'est évidemment pas le mien, et je pense pas le vôtre non plus si vous regardez cette chaîne, mais donc même en faisant cet effort, le calcul macronien semble assez bizarre, parce que on a du mal à voir comment ça pourrait lui profiter. Là, le scénario qui se profile, potentiellement, c'est celui d'une Assemblée nationale très majoritairement à droite, à l'extrême droite même, avec un bloc de gauche qui grossit un peu, et donc en fait le groupe parlementaire qui risque de réduire le plus, c'est celui de Macron. Et c'est ça qui potentiellement pourrait engendrer une cohabitation entre Macron et Bardella. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, il est possible que le scénario de Macron soit inspiré des mésaventures de Jospin, qui effectivement a été égratigné par l'exercice du pouvoir en tant que Premier ministre, et qui du coup n'a pas passé le premier tour au présidentiel 2002. Sauf que la situation est différente, pour au moins deux raisons. Déjà, ce serait pas une cohabitation entre droite et gauche, mais entre le centre et l'extrême droite. Mais surtout, j'ai du mal à voir Macron se mettre en retrait. Parce que c'est ça qui a permis, je pense, à Chirac de se réélire en 2002. Il y avait beaucoup moins ce côté hyper-président qu'on a pu voir chez Sarkozy ou qu'on voit aujourd'hui chez Macron, et ça, c'est fondamental. Si vous êtes incapable de vous mettre en retrait quand ça vous est bénéfique, en tant que gouvernant, vous êtes voué à rester impopulaire. Et là encore, j'ai un extrait du Prince à vous lire à ce sujet, c'est tiré du chapitre 19, intitulé « Comment se garder d'être méprisé et haï ». Je l'ai édité pour que ce soit plus digeste. Je cite. Les États bien organisés et les princes sages ont songé et mis toute leur application à ne pas acculer les grands au désespoir, en même temps qu'à satisfaire le peuple et le tenir content. Parce que c'est là une des questions les plus importantes qu'un prince ait à affronter. D'où l'on peut tirer un autre enseignement digne d'être noté, à savoir que les princes doivent faire en sorte que soient administrées par d'autres les choses qui sont matière à grief, et par eux-mêmes celles qui sont matière à gratitude. Et je conclus une nouvelle fois qu'un prince doit faire cas des grands, mais ne pas se faire haïr du peuple. Donc vous l'aurez compris, certains ont présenté cette dissolution comme un coup de maître de Macron, comme s'il était vraiment un fin stratège, mais moi ça me semble assez discutable, parce que je pense que notre président n'est pas vraiment capable de se faire oublier pour laisser son premier ministre essuyer les plâtres, quand bien même ce premier ministre ne serait pas de son parti. Et donc je suis pas du tout sûr que sa coalition centriste sort particulièrement grandie d'une telle éventualité. Maintenant que tout ça est dit, on va rentrer dans une partie peut-être un peu moins en recul de la vidéo, où je vais plus donner mon opinion, parce que vous en doutez, mais moi voir le RN au gouvernement, c'est pas une perspective qui m'enchante particulièrement, mais avant ça, il faut faire quelques rappels historiques et même juridiques supplémentaires. Ce qui permet le moment un petit peu unique qu'on est en train de vivre, c'est la constitution de la Ve République, qui fait de la dissolution de l'Assemblée nationale une compétence exclusive du président de la République. Ça n'a pas toujours été comme ça, C'est important de savoir ça, d'avoir ces choses historiques en tête. Sous la Troisième République, pour dissoudre l'Assemblée nationale, le président, il devait obtenir l'aval du Sénat. Et c'est là qu'on voit, et là c'est vraiment mon opinion qui parle, qu'il serait quand même peut-être un petit peu temps de repenser un peu le cadre juridique de nos institutions. La Cinquième, elle fait la part belle au président, parce qu'elle s'oppose à la Quatrième et surtout à la Troisième République, qui avait été particulièrement instable. Et quand on dit ça, on se dit, oh là là, ça devait être le bordel, la Quatrième et la Troisième République.
République. Dans une certaine mesure, oui, mais il faut aussi garder en tête que paradoxalement, c'était des périodes qui ont permis un certain nombre d'avancées sociales et techniques. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le 49.3, donc j'insiste pas là-dessus, mais c'est une réalité. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai en description un article du site Herodote.net qui parle, et c'est son titre, du bilan fécond de la 4ème République. Quoi qu'il en soit donc, il me semble qu'il est de plus en plus clair qu'on arrive au bout d'un cycle politique et que les 2 mandats de Macron en sont le signe. C'est d'ailleurs marrant parce que quand la Macronie est arrivée au pouvoir, il y avait quand même beaucoup de discours de prétendu renouveau de la politique. On nous disait c'est la fin de l'ancien monde, l'UMPS c'est terminé, et en fait je pense que c'était exactement le contraire. Je pense que En Marche, c'était la dernière émanation de l'UMPS, rassemblée sous une seule et même bannière. Alors vous allez me dire, ouais mais regarde, en fait le PS ils ont fait un bon score aux européennes, ils existent encore, mais en fait moi ce que je constate, et ça me convient très bien, c'est que pour les échéances nationales, le PS va être de plus en plus amené à devoir composer avec les autres partis de la gauche. C'est ce qui est en train de se passer avec ce nouveau Front populaire. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, si ça peut exciter des gens comme Glucksmann, je suis pas sûr que ce soit forcément un problème. Et là c'est sans doute mon optimisme naïf qui va s'exprimer, mais peut-être que justement on vit un moment charnière qui pourrait permettre à un nouveau parti de masse à gauche de prendre son essor, et le cas échéant de porter les questions sociales sur le devant de la scène, et de le faire sincèrement, contrairement à un certain autre parti qui se veut celui du rassemblement. Et c'est un peu sur cette note-là que j'ai envie en fait de conclure l'épisode, pour sortir un petit peu de tout ce dooming ambiant. Et je vais pas faire semblant que la situation n'est pas préoccupante, moi je suis pas du genre à traiter tous les droitards de nazis et de fachos, parce que déjà je trouve ça très paresseux intellectuellement, et en plus ça vire souvent justement à la panique morale, et en même temps faut quand même être lucide sur le fait que des vrais tarés dangereux qui sont bien contents de ce qui se passe en ce moment, et ben à droite il y en a. Ça vous aura sans doute pas échappé d'ailleurs, mais on a vu là le 12 juin une condamnation de 4 militants d'extrême droite, en comparution immédiate, pour des faits de violence homophobe qui ont eu lieu à Paris dans la nuit du 9 au 10 juin, donc juste après le succès du RN aux européennes. Et ne croyez pas qu'il n'y a pas de lien entre les deux, parce que les 4 zinzins, ils ont fait pendant leur séjour au commissariat des références explicites au RN, au GUD et à Bardella. Donc oui, il y a des signaux particulièrement inquiétants en ce moment. Pour autant, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut aussi regarder cette période comme une opportunité de faire renaître des perspectives intéressantes à gauche. Vous le savez, moi sur la chaîne, je milite un peu contre le dooming, je pense qu'il faut pas se laisser abattre et se décourager, même quand ça va mal. Et pour en revenir à Machiavel, un point qui me semble important à souligner en conclusion, c'est que sa pensée peut aussi être un outil pour la plèbe en gros, c'est-à-dire nous qui n'avons pas le pouvoir, à minima pour comprendre comment fonctionnent les cercles du pouvoir. Et donc je ne résiste pas à l'idée de vous citer un extrait de l'Histoire de Florence, pour terminer, qui est un autre texte de Machiavel, beaucoup moins connu que Le Prince, et qui montre que Machiavel n'était pas plus l'ami des puissants que celui du peuple. Et moi c'est un truc que je répète inlassablement sur la chaîne et dans le podcast, je pense que la philo, c'est pour tout le monde. C'est un outil intellectuel qui n'est pas du tout réservé à une élite, mais qui au contraire peut permettre à tout le monde de gagner en compréhension du monde, et donc en indépendance intellectuelle et en sagesse. Et dans l'extrait en question, que j'ai découvert grâce à un super podcast qui s'appelle Paroles de philosophe, et donc dans cet extrait, Machiavel imagine ce qu'aurait pu dire un des leaders de la révolte florentine de 1378 des Ciompi, les travailleurs du textile qui ont brièvement pris le pouvoir à Florence en 1378. Vous allez voir que là aussi, la philosophie, en l'occurrence de Machiavel, elle peut servir à tout le monde, aussi bien aux gouvernants qu'aux gouvernés. Je cite. « Que de fois je vous ai entendu vous plaindre de l'avarice de vos maîtres et de l'injustice de vos magistrats. Il est temps aujourd'hui de nous en délivrer et de nous élever tellement au-dessus d'eux qu'ils aient, plus que nous ne l'avons jamais eu de leur part, sujet de se plaindre de nous et de nous redouter. L'occasion que nous présente la fortune s'envole. Lorsqu'elle a fui, nous cherchons en vain à la ressaisir. Vous voyez les préparatifs de vos adversaires, prévenons leurs desseins, les premiers d'eux ou de nous qui reprendront les armes sont assurés d'une victoire, d'où naîtra la ruine de leurs ennemis et leur propre grandeur. Elle sera pour beaucoup d'entre nous la source des honneurs, et pour tous de la sécurité. »